Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire Le télétravail systématisé pour répondre à la crise sanitaire, conditions et modalités d'aujourd'hui. Je vous propose d'emblée de partager le support en espérant que vous le voyez. Euh, donc, assez rapidement, je vais présenter les intervenants qui seront présents tout au long de ce webinaire. Donc, Hélène Avignon, responsable du pôle travail de la DRETS, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Bonjour Hélène Avignon. Bonjour à toutes et à tous. On a aussi avec nous Frédéric Huon, secrétaire général de l'Union départementale CFDT du Finistère et également vice-président du GPRO Croc de Bretagne. Bonjour Frédéric Huon. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et puis nous avons deux représentants des services de santé-travail en Cornouailles, Madame Claire Cabioche, médecin du travail et médecin coordinateur. Bonjour Madame Cabioche. Bonjour, bonjour à tous les participants. Et Hélène Guascoz, ergonome au service de santé-travail en Cornouailles. Bonjour Madame Guascoz. Bonjour. Et donc, je serai accompagnée pour la RACT Bretagne d'Alain Chevance, chargé de mission, et de moi-même pour la co-animation de ce webinaire. Donc, bonjour Alain. Bonjour. Même si on s'est vu déjà ce matin. Rapidement vous présenter les différents points qui seront évoqués avant de laisser la parole à Hélène Avignon pour introduire ce webinaire. Donc, nous aborderons en première partie les conditions et modalités d'application du télétravail, notamment en lien avec les dernières évolutions, notamment du protocole sanitaire national et des nouvelles instructions dans la mise en place du télétravail, notamment en situation exceptionnelle. Nous aborderons également l'ANI, l'accord national interprofessionnel qui a été signé le 26 novembre dernier avec Frédéric Huon. En deuxième partie, nous axerons ce webinaire sur des partages de pratiques d'entreprise et puis nous entendrons les services de santé au travail et Frédéric Huon nous dire un petit peu quelles sont aujourd'hui les pratiques, les difficultés encore rencontrées de la part des employeurs et également des salariés. Et puis, en dernière partie, nous vous proposons des pistes de recommandations qui peuvent être des leviers d'action pour vous accompagner à faire évoluer soit vos accords ou chartes quand ils existent, mais également à mettre en place des plans d'action qui puissent vous accompagner dans l'organisation ou la réorganisation du télétravail pour qu'il s'inscrive comme une modalité de travail dans la durée. Et puis, bien sûr, des ressources pour vous accompagner au mieux et qui pourront être mobilisées par vous, les entreprises, pour vous accompagner au mieux. Et donc, on vous propose tout au fil de l'eau de pouvoir répondre également à vos questions. Et je laisse la parole à Hélène Avignon pour introduire ce webinaire. Donc, je me permets effectivement de resituer le cadre qui nous a permis de construire ce module d'échange avec vous. On est effectivement encore aujourd'hui dans une période de crise sanitaire et le gouvernement invite ardemment les entreprises à mettre en place un télétravail, donc une modalité d'organisation du travail systématisée pour l'ensemble des activités qui le permettent. Donc, à l'occasion de cette invitation, il nous apparaissait nécessaire pour mieux vous accompagner, pour bien vous accompagner, de préciser quel était le cadre de mise en œuvre de cette modalité d'organisation du travail, puisqu'il y a un cadre législatif. Cette disposition se trouve dans le Code du travail. Il y a un cadre, on va dire, de dialogue social, puisqu'il y a un accord national interprofessionnel, donc signé entre partenaires sociaux. Et puis, il y a un autre dispositif que vous connaissez certainement, qui est le protocole national des entreprises dans sa version courte, mais qui est donc le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de la Covid-19.
Donc, on voulait repréciser les modalités qui peuvent être distinctes entre le télétravail dit habituel, que vous connaissez sans doute, et le télétravail dit exceptionnel, ou que l'on peut dire exceptionnel, donc en période de risque d'épidémie, pour que vous ayez tous les éléments pour vous faciliter la vie en mode gestion de crise, puisqu'on est bien en situation exceptionnelle de gestion de crise qui se répète, puisqu'on est dans la 3e phase de limitation de la circulation et donc de modalités d'organisation du travail qui est différente de la période qui précédait l'année 2020. Donc voilà, on va essayer d'être le plus pédagogique et didactique possible avec des regards en santé au travail, avec les 2 intervenants essentiels sur la préservation de la santé au travail de vos télétravailleurs. On aura le regard de M. Long pour expliquer les attendus des partenaires sociaux, et puis on aura le regard de la DREETS, donc ancienne directe, côté ministère du Travail et Inspection du Travail, pour vous rappeler quel est le cadre, ou quels sont les cadres qui vous permettent de mettre en œuvre cette nouvelle modalité d'organisation du travail. Merci. Peut-être Frédéric Huon par rapport effectivement à l'introduction de l'ANI en particulier. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. On observe déjà un développement fort du télétravail, donc sous plusieurs impulsions, avec un développement des technologies de l'information et de la communication. On a aussi une demande sociétale il y a plus de demandes de conciliation de vie pro et perso dans la période, et aussi peut-être d'une manière peut-être un peu plus tertiaire, mais aussi une préoccupation écologique des fois qu'il y a autour de cette question du télétravail. Et la crise Covid a été plutôt un facteur accélérant de cette forme d'organisation du travail. Donc, avant le Covid, on pouvait constater qu'il y avait à peu près 3% de personnes en télétravail et qui le pratiquaient une fois par semaine. Et on considère que c'était plutôt des cadres, plutôt dans des milieux urbains ou dans les métropoles. Et donc, voilà, ça ne concernait pas forcément tout le monde. Donc là, vous avez la définition telle qu'elle a été établie par l'accord national interprofessionnel conclu le 26 novembre 2020, qui mérite certainement d'être un tout petit peu décryptée. Donc, toute forme d'organisation, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail. Toute forme d'organisation, ça veut dire qu'elle n'est pas unique et uniforme. Donc, il faut la considérer dans plusieurs formes, donc cette question du télétravail. On a aussi donc un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur et effectué par un salarié hors de ces locaux. Donc, on considère par exemple que quelqu'un un commercial qui serait en relation avec un client en dehors des locaux de l'entreprise n'est pas en télétravail. Donc, ça, c'est aussi une dimension qu'il faut appréhender. Il est aussi indiqué de façon volontaire. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est stipulé dans cet accord. Il y a cet appel à un double volontariat, à la fois du salarié et à la fois de l'employeur. Et enfin, en utilisant les technologies de l'information et de la communication qui mettent ces technologies au cœur de l'organisation. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut effectivement appréhender. Donc, l'accord national interpro du 26 novembre a été signé par toutes les organisations à l'exception de la CGT, donc organisation patronale et organisation syndicale hors CGT. On peut dire que c'est un accord qui est non prescriptif, non normatif. C'est plutôt, il fixe un cadre et rappelle essentiellement un cadre pour plutôt essayer de le décliner plutôt dans les entreprises et administrations. C'est un peu l'esprit de cet accord. Donc, il est le cadre pour la discussion et la négociation dans les entreprises. Il incite beaucoup à des dispositifs de
concertation. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez prégnant dans cet accord. Et donc, concernant donc, le protocole et le télétravail, lui, s'impose plus comme étant une forme, certainement la meilleure forme de prévention primaire pour préserver effectivement les salariés dans le cadre d'un protocole national. Donc en isolant effectivement les personnes et en évitant de les exposer donc à ce risque de pandémie. Donc voilà, je peux laisser la parole à Hélène Avignon pour continuer sur les autres éléments qui concernent l'inspection du travail. Merci. On reviendra voilà, plus précisément sur les points de l'accord qui vous semblent importants à retenir un peu plus loin dans le diaporama. Et effectivement, là, les éléments suivants, c'est de présenter un petit peu les fondements du télétravail, notamment quelle est la différence entre la mise en place du télétravail exceptionnel et le télétravail habituel. Donc, je laisse Hélène Avignon et puis vous aussi, Frédéric Huon, par rapport voilà, au texte de référence et puis les principes de mise en œuvre dans le cadre de ces circonstances notamment exceptionnelles. Je vais peut-être commencer pour pas parler des circonstances exceptionnelles, mais plutôt du cadre habituel. Alors c'est peut-être celui qu'on connaît le moins pour le moment, mais c'est celui qu'on appelle de nos voeux effectivement à plutôt retrouver et recouvrer assez rapidement. Donc, on a un accord national qui s'est quand même conclu dans un contexte un peu particulier. Je vous l'ai dit, c'est poussé essentiellement par la crise Covid et avec une période de mars à mai où effectivement le travail s'est imposé et s'est souvent improvisé. Donc, donc il y a eu une phase un tout petit peu de discussion autour de ces points-là, de retour d'expérience. Il y a eu beaucoup d'études, d'analyses qui ont été faites pendant cette période-là et qui ont servi donc de diagnostic globalement pour les organisations patronales et les organisations syndicales pour constituer ce qui allait devenir l'accord national interprofessionnel. Il y a deux angles, donc l'angle exceptionnel et le côté classique et le travail habituel. Et le travail habituel est régi par deux articles du Code du travail. Donc, les deux points qui sont relevés donc dans les articles L 1222-9 et -10 donc, du Code du travail et qui sont régis de manière de plusieurs façons, enfin plusieurs possibilités de pouvoir y recourir. La première reste le dialogue social, donc avec l'idée de négocier effectivement cet accord, donc un accord conclu entre partenaires pour effectivement régir le télétravail pour le personnel. Il peut également se faire sous forme de charte, donc là aussi avec effectivement une proposition, par exemple de l'employeur, d'établir une charte régissant le télétravail. Et cette charte-là doit être présentée à la consultation du CSE lorsqu'il existe donc dans l'entreprise. Et enfin, il peut être aussi un accord de gré à gré, qui est certainement lui plus contraignant, certainement plus chronophage si effectivement il faut avoir à chaque fois un accord de gré à gré, donc entre le salarié et l'employeur. Donc concernant sur ces structures-là, on pourrait imaginer que voilà, dans les plus petites structures, effectivement l'accord de gré à gré pourrait s'imposer. Il vaut mieux, à mon sens, qu'effectivement il soit régi plutôt par un accord collectif ou par une charte. Donc voilà. Merci, Monsieur Huon. Je vais donc poursuivre sur les fondements du télétravail exceptionnel. Donc, le Code du travail prévoit depuis 2012 maintenant des dispositions législatives qui permettent à un employeur, en cas de circonstances exceptionnelles, c'est le texte, notamment de menaces d'épidémie ou en cas de force majeure,
de mettre en place le télétravail et de l'imposer, donc sans qu'il y ait lieu à un accord collectif, une charte ou un accord de gré à gré entre un salarié et son employeur. Donc, il s'agit bien d'une mesure d'imposition dans le cadre des pouvoirs de direction de l'employeur. Dans ces cas-là, la mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour répondre à deux objectifs concurrents, permettre la continuité de l'activité de l'entreprise, mais également garantir la protection des salariés. C'est pour cela que dans sa mise en œuvre, comme indiqué dans la diapositive, il n'y a pas besoin, encore une fois, d'accord ni de charte. En quelque sorte, il s'agit, c'est une modalité pour l'employeur, une disposition matérielle pour prévenir des risques liés à la santé, à la sécurité des travailleurs. Et tout simplement en recourant au télétravail, il supprime le risque lié en période de pandémie aux interactions sociales en plaçant le salarié soit à son domicile, soit dans un tiers-lieu. Donc, vous voyez que c'est des dispositions qui sont exclusives de tout accord ou charte ou conclusion d'une convention entre un employeur et son salarié. Et c'est les circonstances exceptionnelles, bien sûr, qui le justifient. Donc, ce n'est pas nouveau, puisque, comme je vous le dis, ça existe depuis mars 2012 dans le Code du travail, à l'article L1222-11 du Code du travail. Les dispositions ont été aménagées par les ordonnances Macron de septembre 2017 et donc elles sont applicables depuis le lendemain de la parution des ordonnances travail, donc des ordonnances dites Macron de septembre 2017. On a vu cette notion de travail exceptionnel ressurgir dans le protocole national des entreprises que je vous ai cité en introduction, qui est paru donc en mars 2020 au moment de la première phase de l'épidémie de la Covid-19 et qui finalement reprend ces modalités qui existent dans la loi à l'article 1222-11 et invite encore une fois l'employeur à systématiser dès que c'est possible le télétravail. Cette mesure, pour autant, si elle est une mesure exceptionnelle et d'urgence, puisqu'on est en gestion de crise, ne prive pas l'employeur d'une obligation de consulter les instances représentatives du personnel, en l'occurrence le comité social et économique, le CSE. Cette consultation peut être retardée, c'est-à-dire qu'on tolère qu'il y a une information au moment où il y a donc des périodes, entre guillemets, de confinement ou de restriction des libertés de circulation. Il faut informer le CSE sans délai et ensuite consulter le CSE. Pourquoi il faut informer et consulter le CSE? Parce qu'il y a un travail nécessaire à faire avec les partenaires, les représentants de proximité sur notamment les tâches qui sont télétravaillables. On verra que l'employeur, bien sûr, il doit discuter avec son personnel et avec les représentants de ce personnel s'ils existent pour faire en sorte que ces mesures qu'il impose soient acceptées et soient respectées par le personnel. Ce qui est nouveau dans la dernière mise à jour du protocole national des entreprises, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est que quand bien même il n'y a pas besoin d'accord et de charte, comme je vous l'ai dit, depuis début avril 2021, donc c'est-à-dire
la troisième phase de restriction des libertés de circulation, tout employeur doit établir un plan d'action. Un plan d'action, donc vous voyez, ce n'est ni un accord, ni une charte, mais ce plan d'action doit tout de même être discuté avec les salariés de l'entreprise et avec les représentants du personnel. Et on verra que doit contenir ce plan d'action. Donc, on le verra effectivement dans les diapos suivantes. OK. Merci Hélène Avignon. Peut-être voilà, repréciser et peut-être faire un zoom parce qu'il y a effectivement peut-être, alors pour l'instant on n'a pas de questions, mais il pourrait y en avoir sur effectivement le rôle de l'inspection du travail et suite notamment aux nouvelles instructions transmises par le ministère du Travail. Quels sont effectivement le rôle d'inspection du travail, qu'est-ce qui s'est renforcé? Et qu'est-ce qui est attendu peut-être aussi de la part de l'inspection du travail vis-à-vis des entreprises par rapport à leurs obligations? Tout à fait. Donc, l'inspection du travail, depuis le début de la crise sanitaire, donc, reste tout à fait mobilisée et se rend dans les entreprises, bien sûr, pour continuer à faire son travail essentiel qui est de veiller au respect de la réglementation sociale. Mais nous sommes également mobilisés pour vous informer, les employeurs, les organisations professionnelles et syndicales, sur les nouvelles dispositions du protocole sanitaire. Depuis le début de la crise, le ministère du Travail a notamment proposé aux entreprises des fiches métiers, si vous vous rappelez, sur les modalités d'application des mesures, des fameuses mesures barrières et des mesures de distanciation physique. Et le protocole national des entreprises fait partie de ces dispositifs qui prévoient en fait un certain nombre de recommandations que chaque employeur est tenu d'appliquer, recommandations qui vous permettront, si vous voulez, concrètement d'appliquer les principes généraux de prévention, au premier rang desquels le principe de suppression des risques à la source et donc du respect d'un certain nombre de distances physiques entre des salariés qui occuperaient un même bureau, mais également de mesures d'hygiène. Ça, vous en avez tous pris connaissance. Donc, l'inspection du travail peut vous expliquer ce que recouvrent les différentes dispositions du protocole et peut également vous rappeler qu'il y a à disposition un numéro vert pour les salariés qui seraient placés en difficulté parce que isolés, par exemple à domicile. L'inspection du travail vous oriente vers des dispositifs d'appui conseil du réseau ANACT-ARACT, mais peut également, bien sûr, vous orienter vers les services de santé au travail qui, en tant que conseillers des entreprises, peuvent vous apporter moult conseils sur la mise en place, notamment du télétravail en entreprise et des points de vigilance lorsque le télétravail est imposé, comme c'est le cas dans la période que nous sommes encore en train de vivre. Donc, on accompagne, mais on contrôle bien sûr également la bonne mise en œuvre des recommandations sanitaires. C'est pour ça que vous pouvez, depuis un an, voir des agents de contrôle de l'inspection du travail venir considérer si vous avez bien mis en œuvre des mesures de protection de la santé et de la sécurité des salariés. On ne s'intéresse pas, les inspecteurs du travail ne s'intéressent pas qu'à la mise en place du télétravail. Ils sont là également
pour vérifier les conditions de travail des salariés qui ne sont pas placés en télétravail, et notamment on va jusqu'à aller dans les vestiaires des entreprises, mais également dans les lieux et les espaces de restauration collective. On s'intéresse au déplacement de votre personnel, soit entre différents chantiers, soit entre différents lieux de travail. Donc, on est présent à la fois sur le télétravail et sur les tâches qui ne sont pas télétravailler. Nous intervenons beaucoup à l'occasion de clusters professionnels. Donc, cluster professionnel, vous savez que c'est la terminologie qui est utilisée par l'Agence régionale de santé dès lors que plusieurs cas de contamination de vos salariés sont présents à un même moment dans l'entreprise et que des mesures d'isolement sont préconisées par l'assurance maladie. Donc, nous venons à cette occasion-là voir dans quelles conditions les salariés ont été placés et est-ce que, notamment sur le plan professionnel, le non-respect de certaines mesures barrières a favorisé l'apparition de ces clusters qui sont éphémères. Donc, voilà pour les instructions données à l'inspection du travail depuis maintenant 1 an. Avant de passer peut-être sur l'actualisation du protocole national des entreprises, et notamment au travers de 3 renforcements, je vois qu'il y a une question Oui. Référence aux informations qu'on a transmises, notamment sur la notion d'information du CSE sans délai, hein, puisque vous avez précisé qu'il fallait effectivement consulter et informer le CSE. Peut-être dans la question, c'est le sans délai, peut-être qui est questionné quand on dit au plus vite. Oui, alors là, par exemple, donc les nouvelles mesures du mois d'avril, vous savez que le gouvernement et le président de la République a laissé un tout petit délai avant l'application des nouvelles mesures du protocole, donc sans délai, c'est-à-dire que dès qu'on a l'information des pouvoirs publics, il faut informer les représentants du personnel qu'on va passer pour la 3e fois à une phase de systématisation du télétravail et que ultérieurement, mais avec eux, bien sûr, l'employeur va étudier les postes, les activités qui sont éligibles au télétravail, va voir s'il y a des priorisations à effectuer sur finalement les tâches qu'on va mettre de côté et on va se concentrer sur des activités qui sont jugées prioritaires. Donc, sans délai, c'est tout de suite et on revient vers les partenaires sociaux pour les consulter sur notre plan de bataille pour mettre en œuvre le télétravail. Merci. Du coup, on passe effectivement aux 3 renforcements qui ont été précisés dans le cadre du protocole national, dont le premier, donc la règle du télétravail généralisé pour toutes les activités qui le permettent, en y associant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un plan d'action dont on vous montrera un petit peu une trame, un modèle, mais qui reste illustratif, hein. Mais en tout cas sur le type d'information que peut réunir ce plan d'action. Donc, je vous laisse, voilà, Hélène Avignon, premier renforcement, le télétravail généralisé, une méthode en 3 étapes. C'est ça. Donc, vous l'avez compris, même si vous avez peut-être le sentiment aujourd'hui, on est le 28 avril, qu'on s'oriente plutôt vers une phase de déconfinement ou de, on va dire, réinstauration des libertés de circulation. Bon, la ministre l'a dit, la ministre du Travail l'a dit hier soir, cette phase, elle va être quand même progressive et par étapes. Le télétravail doit rester la règle au moins jusqu'à la mi-mai. On aura plus de détails sur les différentes phases de déconfinement. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est encore valable pour les 3 semaines, voire plus à venir. Donc, une méthode simple en 3 étapes, hein, pour être pragmatique.
on invite les employeurs donc à lister les principales activités pour chaque fonction, chaque métier. Donc, c'est une cartographie finalement des activités, des fonctions dans votre entreprise. Et il ne faut pas hésiter à ce moment-là à identifier les activités qui ne sont pas jugées prioritaires habituellement, mais qui, par exemple, pourraient avoir une valeur ajoutée pour préparer la sortie de crise, la mise à jour de certaines procédures, de support de travail, de veille. La deuxième étape, c'est d'évaluer, puisque là, on a peut-être un retour d'expérience, on est dans la troisième période de restriction des libertés, donc on évalue les freins ou les difficultés éventuelles au télétravail pour chacune de ces activités, mais aussi pour le client ou le télétravailleur. Alors, des exemples, par exemple, l'accès aux serveurs à distance, la qualité du réseau Internet, la confidentialité de vos données, les relations à préserver avec vos clients, la maîtrise des outils numériques par les salariés placés en télétravail. Donc là, on est à la troisième période. Donc, est-ce que pendant les phases où on a retrouvé notre liberté de circulation, vous avez mis en place des formations de vos salariés aux outils numériques? Est-ce que maintenant tout le monde est à l'aise pour faire des webinaires, pour participer à distance à des réunions avec vos clients, par exemple? Donc, tout ça, c'est à engranger quand on a entre deux phases, quand on a une phase on recouvre nos libertés individuelles et collectives, c'est là qu'il faut bien sûr mettre le plus de moyens pour accompagner les salariés dans le cas où il y aurait un nouvel épisode d'épidémie. C'est de la gestion de crise qu'on vous demande de faire finalement. Et troisième étape, identifier si des moyens et conditions peuvent être réunis pour lever ces difficultés listées au point 2. Donc là, je viens d'en parler, c'est le matériel de travail, c'est l'installation d'une connexion sécurisée, c'est l'ouverture de salles de visioconférence, c'est la définition de modalités et de plages de disponibilité pour les clients, mais aussi pour les collègues et pour les managers de proximité. C'est la formation à distance à l'usage de nouveaux outils numériques. Et donc, ces éléments-là, si vous les listez, vous pouvez vous en servir pour élaborer ce qui vous est demandé dans le cadre de la dernière version du protocole national des entreprises, pour élaborer un plan d'action. Ce plan d'action ayant pour objectif de limiter au maximum la présence des salariés dans l'entreprise. Soit que vous placez des salariés en télétravail, soit que pour les activités qui ne seraient pas télétravaillables, en fait, vous limitiez quand même la présence en entreprise aux tâches qui sont strictement essentielles et qui exigent une présence dans l'entreprise. Donc, on vous propose, Véronique va peut-être le présenter, un modèle, mais qui reste à ce stade un modèle et qui, bien sûr, on ne peut rien vous imposer puisque le cadre est libre. C'est une aide à la réflexion. Donc, ce modèle de plan d'action, ça reprend ce que je vous ai dit, les 3 points. Donc, on recense les activités qui sont télétravaillables au sein de chaque entreprise. On évalue la quotité de travail sur ces postes. On informe les élus et les salariés concernés sur les postes télétravaillables. De ce fait, on liste l'ensemble des salariés qui travaillent à 100% et on explique, par exemple, s'il y a 1 ou 2 exceptions dans certains services parce qu'il y a des tâches qui ne sont pas télétravaillables. A contrario, on liste également les services où les salariés ne peuvent pas télétravailler. Et dans ces cas-là, votre plan d'action, il doit préciser le nombre de personnes concernées et les personnes qui sont simultanément sur place. Tout ça pour faire en sorte que vous ayez une vision des différents flux dans l'entreprise et que vous
ayez on va dire, la main sur les personnes présentes pour éviter donc qu'il y ait des interactions physiques qui puissent engendrer eh bien, une contamination sur le lieu de travail. Donc ça, c'est pour le thème effectivement télétravail. Télétravail. Pour préciser que les entreprises peuvent se faire accompagner, notamment sur les Oui. étapes que vous mentionniez, à la fois dans la définition des activités télétravaillables ou non, sur les freins et les difficultés rencontrées éventuelles, et puis les moyens et les conditions à définir peuvent être accompagnés dans le cadre notamment, on le verra à l'issue, du dispositif objectif télétravail pour les entreprises de moins de 250 salariés qui permet finalement de mener cette réflexion par aussi des démarches de retour d'expérience qui peuvent alimenter totalement le plan d'action et ce qui vous est demandé, et même d'aller au-delà. Et pour continuer sur le plan d'action, effectivement, est aussi à préciser quelles sont les mesures prises dans les locaux de travail en lien avec ce que vous disiez, voilà, la gestion des flux et la circulation. Mais aussi... Donc ça, c'est effectivement une aide pour établir ce plan d'action. Un plan de circulation et de gestion des flux a-t-il été mis en place? Une jauge de capacité maximale a-t-elle été fixée? Quelle est la superficie de vos locaux de travail? Les gestes barrières sont-ils mis en place dans l'entreprise? Est-ce que vous-même, vous avez une organisation ou des référents, on va dire, Covid dans votre entreprise qui permettent de veiller au respect de ces gestes barrières, hein, par sondage ou voilà, est-ce que vous regardez si vos collaborateurs respectent bien ces mesures? Y a-t-il des mesures spécifiques prises dans vos locaux sociaux? Quelle typologie de masques sont utilisées? Bon, je pense qu'on est à la troisième vague, si on peut dire comme ça. Donc, ça n'a plus j'espère, plus de questions pour vous. C'est quoi un masque grand public, un masque chirurgical, un masque FFP2? Donc voilà, ça, c'est listé de façon très courte et très pragmatique les principales questions que vous devez vous poser pour établir ce plan d'action. Questions qui sont issues du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés. Alors, je vois qu'il y a des questions, je ne sais pas, Véronique, si on les prend au fur et à mesure. Peut-être oui. Donc, on nous pose une question sur lorsque les salariés ne veulent pas télétravailler pour des raisons de santé mentale, qu'en est-il du point de vue du droit? Alors, quand le salarié refuse, en cas de circonstances exceptionnelles, bien entendu que l'employeur va étudier notamment les différentes, on va dire, explications ou raisons de ce refus, hein. Ça peut être des refus, bon là, la question c'est sur la santé mentale, donc éventuellement demander l'avis des services de santé au travail, puisqu'ils sont là pour conseiller l'employeur et notamment si un salarié est en situation de fragilité, il y a effectivement des exceptions à prendre en compte et la systématisation du télétravail n'implique pas en plaçant un salarié en télétravail, de créer d'autres risques, voire des risques plus prégnants que les risques liés à l'épidémie de la Covid-19. Donc, bien entendu qu'il peut y avoir des exceptions liées à la santé mentale pour des personnes, d'une part, qui en manifestent le souhait d'être en présentiel, mais il peut y avoir d'autres raisons invoquées par les salariés qui doivent également être pris en compte, notamment liées, on va dire,
au risque de violence, envers les femmes ou les hommes au sein du domicile conjugal ou du lieu dans lequel vit votre salarié. Donc, on vous demande toujours, bien sûr, de faire de la dentelle, hein, c'est-à-dire qu'on vous demande à la fois, vous avez bien compris, de systématiser le télétravail, mais on vous demande aussi, dans le même temps, de préserver la santé de salariés fragilisés ou qui font une demande de travail dans les locaux de l'entreprise ou dans un tiers-lieu. Merci. Est-ce que Madame Cabioche ou Madame Guascoz souhaitez peut-être compléter par rapport à cette question spécifique en lien avec la santé mentale quand voilà, une entreprise repère un salarié en difficulté? Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Voilà. Donc, on a été confronté à ces questions. Donc, on nous pose la question du bénéfice-risque, de savoir, au niveau santé, qu'est-ce qui est préférable pour le salarié. Et en effet, on a été amené à conseiller de faire revenir en présentiel certains salariés, mais conseiller sur les barrières et sur des. On a conseillé aussi sur des gens qui ne travaillaient plus chez eux, mais dans un petit collectif en dehors de chez eux. Mais c'est vrai qu'on nous a posé la question et du coup, notre avis consolide l'avis de l'employeur. Voilà. C'est une question qu'on nous a posée et on a quelques salariés qui sont revenus au travail pour ces raisons. Très bien. Merci. On a une question alors d'Éric Collant qui pose la question de pourquoi la médecine du travail n'intervient pas ou est-ce qu'il est prévu. Mais donc, pour répondre à M. Collant, donc, chaque intervenant va intervenir en fonction des sujets qui sont présentés et bien évidemment, les représentantes du service santé au travail vont intervenir dans les prochaines diapos et puis, vous voyez, tout au long en fonction des sujets évoqués. Peut-être dernière question avant de finaliser la première partie. Comment s'applique le protocole dans les tiers-lieux ou coworking? Alors, effectivement, l'application, vous avez bien compris, dans un tiers-lieu de règles qui sont finalement spécifiques à chaque employeur est complexe. C'est-à-dire qu'il faudrait que chaque employeur se déplace dans ce tiers-lieu et participe à des échanges avec d'autres employeurs, puisque leurs propres salariés, un ou plusieurs salariés d'ailleurs, partagent un lieu de travail qui est considéré comme du télétravail, mais qui donc n'est pas à domicile, mais dans un tiers-lieu, avec d'autres salariés. Et donc là, les questions de respect des mesures barrières alors sont bien sûr posées, mais on voit bien que là, il doit y avoir un travail avec d'autres employeurs. Donc, il y a une co-responsabilité dans un lieu qui est géré par un responsable de tiers-lieu, mais parfois il y a des tiers-lieux où il n'y a pas de personnel présent à demeure, ils sont eux-mêmes en télétravail. Donc ces questions sont complexes et ne sont pas pour l'instant précisées dans un cadre législatif. Dans l'ANI, je ne sais pas s'il y a des dispositions sur les tiers-lieux, je ne crois pas à ce stade. Donc, tout n'est pas réglé dans les différents dispositifs que je vous ai cités, Code du travail, ANI, protocole. Effectivement, c'est des questions qui mériteraient d'avoir un développement si besoin. Donc, pour poursuivre et peut-être pour finaliser cette première partie, voilà un regard on continue sur l'actualisation du PNE au travers du deuxième renforcement qui présente voilà, les conditions de restauration collective pour les activités non télétravaillables et qui s'affiche là comme vous le voyez. Donc, je ne sais pas si Hélène Avignon, Frédéric Huon, vous voulez rapidement.
voilà, où tout est dit sur la diapositive. Oui, donc le deuxième renforcement qui est à noter et qu'on voulait porter à votre connaissance, c'est donc la sécurisation des conditions de restauration collective pour les activités qui ne sont pas télétravaillables, qui sont demandées de prendre en compte par les employeurs. Et ainsi, il est demandé aux employeurs de privilégier le recours au panier repas. Et également, vous pouvez, vous le savez, peut-être pas, autoriser la prise de déjeuner dans les bureaux, s'il y a des bureaux individuels, ou dans un espace aménagé dans le respect des règles sanitaires. Hein. C'est un décret qui a autorisé les employeurs à accepter que les salariés prennent leur repas dans leur bureau, ce qui jusqu'à présent n'était pas possible. Alors, lorsque vous ne pouvez pas mettre en place des paniers repas, la cantine elle-même doit être aménagée hein, pour que, d'une part, le salarié, il déjeune seul en laissant une place vide en face de lui, en respectant strictement la règle des 2 mètres de distanciation entre chaque personne. D'accord. Voilà, donc vous pouvez trouver une fiche hein, sur la restauration collective sur le site du ministère du Travail. Ce que je n'ai pas dit, mais ce qui est important, il est rappelé hein, dans ce protocole que le télétravail en entreprise réduit jusqu'à 30% le risque de contamination lorsqu'il est intégralement exercé, c'est-à-dire à temps plein pour les salariés. Et puis, dernier point, rapidement. Exactement, voilà. Dernier point, il convient de limiter strictement l'usage partagé de véhicules, notamment lorsque vous organisiez jusqu'à présent le transport de plusieurs salariés dans le même véhicule. Nos services d'inspection du travail, pas plus tard que la semaine dernière, ont procédé à différents contrôles et donc on rencontrait encore des situations où les salariés non seulement sont véhiculés à plusieurs, mais sans port de masque dans le même véhicule. Et ça, on le constate, nous, à l'occasion d'apparition de clusters professionnels. Donc, soyez très vigilants sur cet espace de travail qui est avant la prise de poste ou après la fin des tâches. Le covoiturage ou le transport à plusieurs dans un véhicule, ça peut être là, à ce moment-là de l'activité du salarié, que les risques sont finalement les plus importants. Donc, soyez vigilants. Il y a quelques questions sur la règle de distanciation. Est-ce que concernant les repas, est-ce que la règle des 2 mètres vaut aussi pour les personnes vivant dans un même foyer? Alors, les règles qui s'imposent pour l'employeur sont les règles qui concernent ses propres salariés. Hein. Ils ne s'étendent pas à la partie, je veux dire, au conjoint ou à la conjointe de vos salariés. Donc, non, les règles, vous avez un pouvoir de direction sur le salarié. Ça ne s'étend pas jusqu'à la famille, aux chiens et aux animaux domestiques. Je vous propose de poursuivre parce que je vois que le temps file. Peut-être rappeler voilà, quelles sont les sources en lien avec la responsabilité pénale et civile de l'employeur pour voilà, finaliser cette première partie et passer à la deuxième partie. Donc, très rapidement, Hélène Avignon. Oui, là j'ai voulu non pas vous faire peur, mais vous rappeler que on est bien dans la mise en place du télétravail dans le cadre de mesures concrètes et matérielles, en fait la déclinaison des principes généraux de prévention. Donc en plaçant les salariés en télétravail, pour une partie des risques auxquels ils peuvent être exposés, vous les protégez. Et donc, le fait d'appliquer ce protocole national des entreprises, ces recommandations de bonnes pratiques diffusées par le ministère du Travail, doivent être prises en compte dès lors qu'elles sont de nature à influencer ou à orienter votre comportement dans un sens déterminé.
puisqu'elles peuvent être finalement mises en débat devant le juge judiciaire à l'occasion d'une action en responsabilité. Donc, finalement, le fait de respecter ces préconisations, ça sera un gage pour vous, une démonstration en tout état de cause de votre obligation de renforcer de sécurité. Donc là, j'ai mis plusieurs arrêts de jurisprudence. Le premier, donc le tribunal judiciaire du Havre, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était donc au moment du premier confinement, et donc Renaud Sandouville voulait reprendre, c'était dans le cadre de la reprise d'activité après la période de confinement général, et n'avait pas consulté en fait le CSE sur les conditions de reprise. Eh bien, le tribunal judiciaire du Havre a suspendu la reprise de travail des salariés de l'usine Renault Sandouville. Le deuxième arrêt que je vous ai mis, donc cour d'appel de Versailles, là, il s'agissait de la société Amazon. Donc, très concrètement, hein, le document unique d'évaluation des risques n'avait pas été mis à jour, notamment sur l'adaptation des conditions de travail en télétravail, mais y compris sur l'évaluation des risques psychosociaux à l'occasion du placement de salariés en télétravail. Le troisième arrêt, tribunal judiciaire de Paris, donc c'était un arrêt qui concernait la Poste, et donc le document unique de cette entreprise n'avait pas été mis à jour pour évaluer les risques liés également au télétravail et les risques spécifiques à la Covid-19. Tribunal judiciaire de Lyon, donc là c'était une saisine en référé donc civil de ce tribunal et qui concernait la société Le Coursier de Lyon. Donc là encore, c'était un défaut de consultation des élus du CSE. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, donc le protocole national des entreprises, c'est bien un ensemble de recommandations pour une déclinaison matérielle, je me répète, de l'obligation de sécurité de l'employeur dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Et le fait de respecter ces préconisations, ça participe pour vous du respect de votre obligation de moyens renforcés. Merci. Dans le fil de la conversation, on nous rappelle, et c'est bien de le rappeler, que bien sûr, en parallèle de la formalisation du plan d'action qu'on a rappelé, effectivement, revient aux entreprises l'obligation des entreprises de mettre à jour le document unique, voilà, et notamment sur le télétravail. Et on l'a vu au travers des différentes références dont vous avez parlé, des risques encourus par l'employeur si effectivement le document unique ne prend pas en compte les nouveaux risques liés notamment à l'activité télétravaillée. Donc, c'était bon de le rappeler. Merci pour cette partie. Et puis, vous avez voilà aussi quelques sources d'informations avec les liens accessibles Internet pour à la fois avoir accès aux informations dont on s'est appuyé sur cette première partie. Je vous propose de poursuivre et d'échanger avec Frédéric Huon de l'accord national interprofessionnel télétravail dont vous avez présenté en introduction le contexte, mais peut-être nous dire précisément quels sont les points dans le contenu de cet accord qui vous semble important à préciser. Je vous laisse… Oui, alors du coup, l'accord, effectivement, il a la structure que vous voyez sur la partie gauche donc, de la diapositive. Donc, il est articulé sur 9 articles. Tout à l'heure, on a parlé effectivement de la situation actuelle que l'on vit. Elle est résumée dans le chapitre 7. Et les autres éléments sont plutôt liés à l'activité, on va dire, habituelle donc, de télétravail, donc avec le télétravail dans l'entreprise, la mise en place du télétravail, comment est-ce qu'on le met en place, donc, avec les éléments développés autour de la question donc,
du dialogue social, de la conclusion d'un accord, de l'établissement d'une charte, de l'accord de gré à gré. Voilà, toutes ces questions-là sont traitées. C'est un document qui fait 19 pages, j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Tout à l'heure, je vous l'ai dit aussi, il est effectivement, il sert d'appui à une discussion, à une négociation. Ce n'est pas quelque chose qui est très, très normé. Vous n'allez pas trouver des choses, un accord clé en main, on va dire, puisque c'est quelque chose qui doit être adapté au plus près de la réalité de l'entreprise. C'est comme ça qu'il faut l'appréhender, parce que chaque entreprise a ses particularités. Il faut s'attacher à voir le travail tel qu'il est fait et pas tel qu'on le pense. Donc voilà, on est très attaché en général au travail réel. Donc voilà, c'est d'essayer de l'adapter effectivement à la situation de l'entreprise. Donc il y a des éléments qui sont relatifs. Donc tout à l'heure on parlait, il y avait des questions aussi sur le chat de la question du double volontariat, de la formalisation, comment est-ce qu'on conclut un accord de gré à gré sur ces questions-là, ou est-ce qu'on l'encadre dès lors qu'il devient collectif. C'est toujours mieux de le faire de manière plus globale, plus égalitaire, parce que souvent c'est mieux appréhendé. Je pense que d'ailleurs la conclusion de cet accord national interprofessionnel aura peut-être plus d'écho que l'ordonnance de 2017. L'ordonnance de 2017 était quelque chose qui était assez peu concerté. Il faut toujours essayer de le faire plutôt dans la question de la concertation. C'est toujours quelque chose qui est plus porteur pour les personnes, pour l'acceptation des personnes et aussi pour l'entreprise. Les questions du refus du télétravail sont évoquées, donc toujours du lien de subordination qui est toujours lié à cette question-là. Il y a la question de la réversibilité aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être d'accord de faire du télétravail et la situation peut changer, j'en sais rien, vous pourriez déménager, l'entreprise pourrait changer un tout petit peu sa forme d'activité. Et il y a toujours la possibilité de revenir en arrière. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de très figé, c'est quelque chose qui sera effectivement très, très mouvant. L'organisation est quelque chose qui bouge tout le temps et souvent. Et donc voilà, c'est quelque chose, un accord certainement qu'il faudra adapter. Donc c'est un accord qu'il faut voir comme étant quelque chose d'assez souple. Ensuite, on a des questions qui sont liées donc à l'accompagnement des collaborateurs et des managers, donc, quelque chose qui est quand même relativement important aussi, parce qu'il y a peut-être une perte de repère, le fait de ne pas avoir les personnes dans un bureau ou de pouvoir les avoir, entre guillemets, sous la main ou sous l'œil. Cette question-là, elle est traitée dans la partie 4, et qui fait écho à l'accord national interprofessionnel sur l'encadrement, qui le précise aussi, alors qui date de février 2020, donc c'est aussi très très récent. Effectivement, il y a cette sensibilité-là de dire l'évolution va aller dans ce sens-là et qu'il faut vraiment l'appréhender en tant que tel, à travers la formation au management à distance et au présentiel, et à veiller à cet équilibre entre les deux façons de voir le travail. La préservation de la relation de travail avec le salarié, donc on parle souvent de qualité de vie au travail, et il faudra aussi penser à la qualité de vie au télétravail, et de concilier effectivement ces deux questions-là, donc la relation avec le salarié, la relation professionnelle, la question des espaces d'expression sont interrogés autour de cette dimension-là. La continuité du dialogue social de proximité, donc c'est effectivement visé par le point 6. Et donc on a autour de ces questions-là, après, donc la situation que l'on connaît avec l'élément 7. Et autour de ces questions-là, donc il y a les points qui sont effectivement à retenir, qui sont dans la partie droite. Donc avec ce qui, à mon sens, est vraiment important, donc c'est la question d'intégrer le travail dans une organisation de travail
adapté. Tout à l'heure, on parlait des tâches télétravaillables. À mon sens, il ne faut pas hésiter aussi à penser le travail autrement, l'organisation du travail autrement, c'est-à-dire que vous auriez un salarié dont les tâches télétravaillables constituent 20% de son activité. Et ben, pourquoi pas le faire travailler in situ sur le site 4 jours et de cumuler toutes les tâches télétravaillables en une seule journée pour les porter, par exemple, le lundi ou le vendredi. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est dans cet esprit de cet accord national interprofessionnel. L'évaluation des risques pro et dont les risques psychosociaux donc, sont aussi interrogés. Il ne faut pas s'en cacher. Le télétravail a aussi des effets certainement pervers. Donc, voilà, il faut veiller à ce côté isolement du salarié, de repenser les collectifs de travail, de les repenser, de les recréer. Donc, c'est aussi des choses qui sont interrogées donc, dans cet accord. Et le côté information des télétravailleurs sur les règles de sécurité, notamment sur le travail sur écran, donc, par exemple avec la mise à disposition d'écran à domicile. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut essayer de réfléchir aussi autour de cet accord national interprofessionnel. Donc voilà, il y aurait beaucoup à dire, mais je m'en arrête là. Merci. Et peut-être Hélène Guascoz, en complément, comment voilà, les entreprises viennent vers vous, les services de santé au travail, justement par rapport à ces points clés à retenir quand on parle d'évaluer les risques professionnels, risques psychosociaux ou en lien avec aussi toutes les recommandations liées aux équipements. On le voit bien. Voilà. Quelles sont aujourd'hui les demandes des entreprises par rapport à l'application de cette nouvelle? Et je voulais dire que nous travaillons effectivement sur ces thématiques. Effectivement, pour revenir sur les points clés qui sont à droite de la diapositive, en fait, nous partageons effectivement l'idée que le télétravail peut être au bénéfice de la santé au travail, mais je dirais à condition de bien, et c'est le point 2, de l'intégrer dans une organisation de travail adaptée, avec cet équilibre que l'on doit toujours trouver entre du présentiel, du distanciel. Et effectivement, donc, les services de santé au travail, donc, nous pouvons accompagner les entreprises sur ces questions-là, évaluer les risques professionnels en intégrant les RPS. Ce sont des sujets que nous développons donc, au travers de webinaires ou d'ateliers de la prévention. Vous pouvez toujours trouver des prochaines dates en fait, sur nos sites, différents sites internet des services de santé au travail. Donc, ces questions-là sont abordées. Et également, nous proposons aussi des ateliers de prévention sur les recommandations, les préconisations, les conseils de bonne pratique pour bien s'installer à la maison face donc, à son poste de travail. Et donc donner les meilleurs conseils avec les moyens à disposition donc, au domicile en fait, pour prévenir les risques liés donc là du coup au TMS ou en tout cas aussi à la sédentarité parce que aussi on en parle beaucoup aussi en ce moment. Et puis aussi vous accompagnez, pour faire le lien avec tout à l'heure l'évolution du document unique, vous accompagnez aussi à l'évolution. Vous accompagnez les entreprises à l'évolution du document unique. C'est ça. Donc, en fait, effectivement, on fait aussi donc, des ateliers en visioconférence sur la mise à jour des documents uniques en intégrant effectivement les plans d'action des PCA, mais en intégrant donc les RPS, le télétravail, les modalités de télétravail, en plus des risques sanitaires, en effet. Alors là, on se place voilà, du côté de l'employeur et là, je vais m'adresser à Hélène Guascoz et puis Frédéric Huon. Qu'est-ce que vous entendez de la part des entreprises qui vous contactent? Quelles sont encore aujourd'hui leurs questions, leurs préoccupations? Là, on a affiché les 5 dimensions qui restent en questionnement, mais il y a peut-être certainement, quand on a préparé ce webinaire, vous disiez qu'il y a une vraie différence entre le premier confinement et celui d'aujourd'hui dans les questions et difficultés rencontrées. On voit qu'il y a encore des questions voilà, sur les espaces et lieux et travail. Et donc, effectivement, s'interroge la question des tiers-lieux.
C'est peut-être pas voilà, la préoccupation majeure aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des questions en termes d'équipement et d'aménagement des lieux de travail, en termes d'organisation du temps, charge de travail, les pratiques managériales, vous en avez parlé, Frédéric Huon, le rapport au collectif. Voilà, quels sont aujourd'hui ce que vous entendez des entreprises? Quelles sont aujourd'hui encore les questions prégnantes? Là-dessus, je vais juste peut-être dire un mot concernant les pratiques managériales et ensuite je laisserai la parole au docteur Cabioche. Sur ces pratiques managériales, en effet, je pense qu'il est important aussi de prendre en considération en fait le rôle des managers, un rôle important, un rôle primordial pour les managers de proximité, et aussi pour dire que c'est aussi une population en souffrance aujourd'hui. Et ça, on le constate au travers des retours que l'on a au niveau des consultations, notamment les consultations médicales, mais aussi des retours que l'on peut avoir sur nos ateliers de prévention. Donc, je vais laisser Dr Cabioche en parler. Oui. Oui, donc le télétravail, c'est vraiment un changement de paradigme pour l'employeur et le salarié. Donc, ça avait commencé avant cette crise, mais ça a été accéléré. Et nous-mêmes, services de santé au travail, on se rend compte que, en fait, les télétravailleurs, on les voit peu. Donc, on a dû s'adapter, aller vers les salariés, développer de la visioconsultation. Donc, c'est vraiment, nous aussi, on a dû changer nos pratiques. Donc, ce qu'on a entendu sur les organisations, l'adaptation du poste, c'est souvent, l'adaptation est correcte, mais pas complète. Par exemple, il y a souvent le problème du téléphone qu'ils n'ont pas. Pour le calcul de charge, ce qu'on entend, c'est que ça peut être une surcharge, parce que quand on ne voit pas la personne travailler, l'employeur est plus en difficulté pour évaluer la charge, mais ça peut être aussi une sous-charge qui peut poser souci. Voilà. Et ce qu'on entend des salariés, c'est qu'ils ont tendance à travailler plus parce qu'ils veulent prouver qu'ils travaillent. Même s'ils sont loin, ils veulent prouver qu'ils travaillent. Et oui, voilà. Donc, le lien avec le collectif, il y a plusieurs entreprises qui ont fait des journaux d'entreprise. On sent que ça, c'est très important de conserver ce lien. Et notamment pour les gens qui déjà télétravaillaient avant la crise Covid, ont souffert parce que on voit bien que des étapes de réunion en présentiel sont essentielles, et ça a été supprimé par le Covid. Voilà les expériences, voilà les retours qu'on a sur ce problématique. Merci. Frédéric Huon, vous vouliez rajouter voilà, des points complémentaires que vous entendez, vous, de la part des entreprises? Donc, encore les questions qu'elles se posent. Oui, alors ça sera peut-être plus du point de vue des salariés dans les entreprises, mais il y a aussi, effectivement, ça rejoint la réalité des entreprises, c'est la question des espaces et des lieux de travail. Alors, tout à l'heure, on parlait de tiers-lieux. Pour l'instant, c'est peut-être un peu moins interrogé, puisque c'est un télétravail à domicile qui est plutôt on va, entre guillemets, la règle. Alors, autant on a pensé notre domicile pour y vivre confortablement, ce n'est pas forcément le cas d'y travailler confortablement. Donc, voilà, c'est souvent ça qui interroge donc, les salariés. On a la question dans l'organisation souvent de l'excès ou de l'ultra-disponibilité, et j'entends et je rejoins complètement ce que disait le docteur Cabioche aussi sur le surengagement, c'est-à-dire que comme on est en dehors de l'entreprise, du coup on veut faire un peu ses preuves et de montrer qu'il n'y a pas cette question de se dire qu'on ne travaille pas. Donc du coup il y a ce côté un peu surengagement, on va des fois un peu au-delà des limites des horaires journaliers, ce qui est pourtant est aussi théoriquement encadré dans l'accord national interprofessionnel. Donc, on a ces effets-là, des effets un tout petit peu de glissement. Et par contre, il y a quelque chose qui est
plus ou moins levé par rapport au premier épisode, c'est que généralement, les personnes utilisent moins leur support personnel. Les PC qui étaient les PC de la première heure, qui étaient les PC personnels, parfois avec les interventions des services informatiques sur le PC personnel, pouvaient interroger en général, c'est-à-dire que les entreprises se sont équipées avec l'expérience, et celles qui ne l'ont pas fait, il vaut mieux les encourager à le faire dorénavant, parce que voilà, on n'est jamais à l'abri que effectivement ce risque puisse se reproduire à l'avenir. Donc c'est essentiellement autour de ces questions-là qu'on a des interrogations et plutôt des éléments, et le lien social aussi dans les entreprises. Je pense que c'est aussi toute la difficulté donc pour les managers de savoir comment conserver le lien à la fois professionnel, mais à la fois aussi de relations que l'on a au quotidien. Ça peut être par des aménagements de pauses numériques, voilà, et au moins de pouvoir converser, mais pas forcément de travail, mais de pouvoir avoir d'autres moments pour imaginer autrement le collectif de travail. Voilà. Merci à vous deux. Donc, vous voyez sur la diapositive, voilà, quelques préoccupations, difficultés entendues, en tout cas vécues par les salariés, et qui rejoint ce que vous venez de dire, hein, Madame Cabioche et Monsieur Huon. Pour se mettre en perspective, maintenant, je vais laisser la parole à Alain Chevance aussi pour partager avec nous des points clés qui seraient à retenir, et pour voilà, avancer nous aussi dans la dernière partie là, de ce webinaire sur quels seraient des leviers pour agir. Voilà, Alain Chevance va nous parler de points clés peut-être à retenir qui sont issus d'accompagnements qu'il a pu réaliser auprès d'entreprises dans le cadre du dispositif Objectif Télétravail. Et donc, je te laisse la parole, Alain, pour peut-être nous dire voilà, qu'est-ce que tu as retenu voilà, de l'accompagnement réalisé et toujours en cours, hein, d'ailleurs, auprès des entreprises, et quels seraient les points clés qui pourraient être partagés. Et merci. De façon assez brève, quelques points clés effectivement que je retiens de ces accompagnements. Le premier, c'est que, en tous les cas, dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu aller, c'est un sujet de préoccupation, le télétravail, pour aujourd'hui, là, en ce moment, mais également un sujet de préoccupation pour l'avenir, parce qu'on est en même temps, les entreprises sont assez persuadées que c'est une pratique qui va perdurer dans le temps, et en même temps, ça ne sera pas comme ça se passe actuellement. Donc, ça nécessite effectivement des temps de réflexion. Le deuxième point, c'est que ça ouvre aussi dans les entreprises des réflexions sur deux aspects complémentaires. Le premier, c'est le développement du travail à distance, hein, un certain nombre d'activités qui pouvaient se faire in situ vont peut-être évoluer de temps en temps, en tous les cas, vers du travail à distance. Travail à distance qui peut se faire également depuis le bureau. Et puis, le deuxième thème d'attention, souvent dans les entreprises, c'est que ce qui s'est passé là renvoie aussi à une réflexion sur l'efficacité de la gestion documentaire dématérialisée. Et puis, un autre point peut-être qui est marquant, en tous les cas, dans les entreprises, c'est qu'on se rend compte aussi que le télétravail, ça a un impact non seulement sur la personne,
mais également, évidemment, sur le collectif, ce qu'on appelle le collectif de travail, le travail en équipe, et que aussi il n'y a pas cloisonnement entre travail au bureau et travail sur un lieu de télétravail, domicile ou autre, mais qu'au contraire, il y a une complémentarité à trouver, hein, que le télétravail, pratiquer du télétravail, ça transforme également ce qu'on fait au bureau, pour faire bref. Voilà un petit peu les quelques points, en tous les cas, qui sont discutés, sont réfléchis ou font l'objet de débats au sein des démarches que j'ai pu accompagner dans les entreprises. Merci Alain, et ça nous met en perspective, et on souhaitait partager avec vous une analyse qualitative qui a été réalisée par l'ANACT à partir d'un échantillon de 50 accords issus de 700 textes portant la thématique télétravail, et il nous semblait important, voilà, aussi de pouvoir faire réagir nos intervenants sur ces 10 recommandations, donc, que je vais vous présenter assez rapidement, et ça fera aussi le lien avec les questions qu'on a pu avoir dans le chat. Donc, première recommandation, et d'ailleurs Frédéric Huon le disait, dans l'organisation du télétravail et notamment dans la négociation ou réévaluation des accords ou des chartes, définir un cadre ajustable est important, puisqu'on l'a vu que la pratique du télétravail, et d'ailleurs certains le mentionnaient dans le chat, s'ajuste, s'adapte aussi au contexte et dans sa mise en œuvre, et que c'est important effectivement de pouvoir le mentionner dans le cadre du suivi d'un accord ou du suivi d'une charte, que ces éléments doivent être ajustés au plus près de la réalité du travail, et donc s'appuyer aussi sur des démarches, et j'en parlais tout à l'heure, de retour d'expérience peut permettre à l'entreprise justement de pouvoir questionner et aborder ces sujets sur ce qui a bien fonctionné ou moins bien fonctionné, et l'intégrer dans le suivi des accords et des chartes. Activité télétravaillable, on en a parlé, deuxième recommandation, donc je ne rentrerai pas dans le détail, pour se dire qu'effectivement il est nécessaire d'identifier les activités télétravaillables, et qu'on s'aperçoit qu'effectivement un métier ou un poste de travail peut en partie ou en totalité avoir des activités télétravaillables, et comme le disait Alain, voilà, si on le met en perspective, ça demandera de réorganiser l'activité très certainement à distance et activité au bureau, et d'où l'importance, voilà, de faire cet exercice de définir les activités télétravaillables. Et puis l'apprentissage, comme le disait, voilà, un participant, ça s'apprend, le télétravail, on le voit aussi pas à pas, on le voit bien depuis le premier confinement, qu'on a dû s'adapter du côté du manager, du côté du salarié, et que dans les accords en tout cas, n'est pas forcément toujours explicité ce point, ou les moyens alloués pour accompagner au mieux le salarié dans l'apprentissage de ce qu'est le télétravail au travers d'une nouvelle organisation du télétravail, et aussi, on le verra, dans l'utilisation des outils. Donc ça, c'est un point effectivement qui pourrait être, si vous avez, voilà, des accords ou des chartes à faire évoluer, peut-être des moyens à préciser pour accompagner au mieux les salariés. Sur les autres recommandations, la numéro 4, c'est en lien avec le formalisme, effectivement, qui dit, mais Frédéric Huon le précisait, c'est-à-dire qu'il faut adopter un formalisme pas trop complexe et pas trop lourd pour éviter les freins à la mise en œuvre. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir privilégier des mesures souples qui s'adaptent au fil de l'eau. Et puis aussi, et ça fait le lien avec ce qu'on a dit aussi en lien avec les pratiques managériales, c'est vrai qu'on le dit et on le souligne, que ça doit s'accompagner de pratiques managériales basées sur la confiance, pour éviter effectivement de renforcer des mesures peut-être de contrôle, voilà, qui aurait peut-être été la tendance, voilà, et donc ce qui suppose aussi un management plutôt par objectif,
qu'un management de contrôle. Les lieux de travail, je ne rentre pas dans le détail puisqu'on l'a évoqué. On voit bien que les conditions de travail à domicile en lien avec les espaces de travail, l'aménagement des espaces de travail renforce les inégalités. Donc, qu'est-ce qui peut être mis en place effectivement pour laisser aux salariés des recours et donc pourquoi pas évoquer effectivement le tiers-lieu dans ce cadre-là. Et puis, une autre recommandation en lien avec les équipements, mais effectivement, le docteur Cabioche l'a précisé, comment aussi accompagner. Ça ne se limite pas juste à la disposition d'équipements et d'outils, mais aussi comment on s'approprie l'usage de ces équipements et de ces nouveaux outils avec le développement nécessaire de compétences et de connaissances à animer des réunions en visioconférence ou faire des webinaires comme on le fait. En tout cas, ça a un impact aussi sur les compétences des salariés. Et avant de laisser la parole à Frédéric Huon et puis à Hélène Guascos, dernière recommandation, on en a parlé aussi, point d'attention sur le temps de travail et la charge, comment réguler, comment reprioriser les activités. Et ça, c'est bien faire le lien avec là aussi le rôle et la place du management. Et c'est peu étayé, en tout cas dans l'analyse qui a été faite par l'ANACT. Ces points-là sont peu étayés, se retrouvent moins dans les différents accords analysés. Donc, ça peut être effectivement pour vous le moyen de renforcer peut-être ces points-là. Le risque de surconnexion, effectivement, aussi, le rappel de l'obligation au respect du droit de la déconnexion qui est à repréciser à la fois dans les chartes et dans les accords. La prévention des risques, on en a parlé aujourd'hui, est liée aussi aux difficultés rencontrées des salariés. Qu'est-ce qui peut être mis en place? Et c'est, j'allais dire, une affaire de tous dans l'entreprise, à la fois des préventeurs, de l'encadrement, des représentants des salariés, bien sûr, pour renforcer les coopérations avec aussi les services de prévention externes à l'entreprise, mais pour pouvoir justement mieux identifier les signaux faibles, mieux coopérer ensemble dans l'entreprise et identifier des moyens pour accompagner au mieux les salariés le plus tôt possible, quand c'est possible. Et puis le management, on en a parlé. Donc, je m'adresse à Frédéric Huon et Hélène Guascos de toutes ces recommandations et peut-être d'autres aussi qui n'apparaissent pas là. Quelles seraient celles sur lesquelles vous souhaiteriez revenir et développer un peu plus ou appuyer? Moi, celle que je voudrais peut-être appuyer davantage encore, c'est peut-être sur le management, effectivement, sur le rôle essentiel de l'encadrement de proximité pour justement permettre la régulation de la charge de travail, c'est important, et puis aussi dans la prévention des risques liés à l'hyperconnexion. Donc, effectivement, les points réguliers, soit en individuel avec le collaborateur en télétravail, ou soit en collectif, donc au travers des réunions d'équipe en visioconférence. Je pense que ces points d'échange sont plus que jamais essentiels. Et effectivement, on a dû, parce que j'en fais partie de cette population dont on parle, on a dû donc réinventer effectivement nos réunions d'équipe avec l'usage de la visioconférence. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose que d'animer une réunion en présentiel. Donc, les temps sont plus courts. Il faut apprendre à distribuer la parole. Il faut aller assez vite en plus dans cette pratique. Donc, effectivement, comme recommandation, je pense qu'il est important de soutenir l'encadrement de proximité. C'est une population qui est très exposée, on le voit dans nos services, une population qui peut être en difficulté aussi par rapport justement à ces indicateurs de suivi, à ce contrôle qu'on leur demande de mettre en pratique, parce qu'ils n'ont pas forcément la formation. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps en fait de travailler là-dessus, on n'a pas pris le temps de travailler sur les indicateurs de suivi qui sont des indicateurs différents. On n'a pas pris le temps de travailler sur la forme, sur la nature des reportings.
Donc, on a vu se développer des formulaires en fait de travail, donc à renseigner à la fin de la journée par les collaborateurs. Donc, ça, effectivement, ça augmente la charge de travail et puis ça peut mettre en difficulté si on ne prend pas le temps en fait d'expliquer et de travailler là-dessus, donc avec les équipes. Donc voilà, donc la formation, ça passe par de la formation effectivement, et de la formation notamment pour l'encadrement. Je pense que c'est assez important que l'encadrement soit formé à ces nouvelles formes d'organisation du travail. Et puis peut-être qu'effectivement, c'est peut-être maintenant l'occasion là de prendre le temps de faire ce retour d'expérience parce qu'il y a de la matière. Hein, je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter. Je pense qu'on ne va pas manquer de matière. Faire donc ce retour d'expérience à cet instant précis où on va basculer peut-être là dans un retour au présentiel justement. Donc en profiter pour faire tout ça, ce retour d'expérience pour justement imaginer donc, le travail futur, le travail dans une nouvelle organisation en tenant compte de ce dosage entre du distanciel, du présentiel et pour construire un mode d'organisation efficace. Hein, je pense qu'il faut accentuer là-dessus aussi sur l'efficacité, que ce soit efficace et que ça améliore aussi effectivement la qualité de vie au travail pour chacun et pour les collectifs de travail. Merci, Mme Guascos. Frédéric Huon, rapidement, est-ce que vous souhaitez… Voilà. Alors, du coup, ça fait totalement le parallèle avec effectivement ce que je pense. Et donc, moi, j'insisterai quand même sur deux éléments qui restent l'organisation et le temps de travail et la charge. Voilà, c'est la question de la confiance et de l'autonomie. Voilà, il faut les avoir en tête. Les personnes qui le font, en général, le font et s'investissent autant que s'ils étaient en présentiel. Donc, sur cette question-là, effectivement, il faut avoir cette conscience. Faut veiller quand même effectivement à cette charge sans avoir vouloir la contrôler absolument, mais il faut quand même la penser, en discuter. Je pense que c'est des mots qui sont importants, c'est la question de la confiance, c'est la question de la concertation, l'échange permanent. Alors c'est effectivement, il y a des temps souvent informels dans les in situ. Ces temps informels, il faut essayer de les recréer d'une autre manière, de manière un peu numérique, pour pouvoir garder ce contact. Et c'est là où j'abonde complètement, c'est que le temps du diagnostic qui n'a pas pu être fait l'année dernière, donc on a été bloqué de mars à mai en se disant bah, ça ne se reproduira pas, finalement ça s'est reproduit, des fois sans pouvoir capitaliser sur l'expérience. Donc cette fois-ci, enfin voilà, moi j'appelle de tous mes voeux que ça puisse se faire et effectivement de capitaliser sur cette question-là pour prendre cette expérience d'un travail exceptionnel pour construire le futur travail habituel qui pourra se construire dans le temps. Voilà. Merci. Et puis, vous me donnez voilà, les éléments pour conclure et présenter rapidement voilà, les ressources pour mieux vous accompagner. Donc, sachez qu'un dispositif Objectif Télétravail existe aujourd'hui, dispositif gratuit mis en place pour les entreprises de moins de 250 salariés, pouvant vous accompagner et donc accessible à partir du site de l'ANACT et de la RACT Bretagne. C'est simple comme un coup de fil. Vous déposez votre demande et les services et les équipes de la RACT vous recontactent pour voir avec vous votre besoin et définir avec vous l'accompagnement. Des ressources aussi disponibles, on a parlé du retour d'expérience. Si vous souhaitez le mettre en place, sachez qu'un guide existe sur le site de la RACT Bretagne et qui vous donne les 6 bonnes raisons de pouvoir organiser et réaliser une démarche de retour d'expérience. Et comme on l'a dit, si vous souhaitez pérenniser l'activité de télétravail, effectivement, passer par un retour d'expérience peut voilà, vous apporter en tout cas un bon socle pour le pérenniser. Des outils accessibles sur le site de l'ANACT et notre site aussi à ACT Bretagne, un kit accessible que vous pouvez mobiliser, gratuit, et qui vous permet de structurer votre démarche pour avancer sur le sujet du télétravail et de la qualité de vie au travail. Des fiches conseils à la fois destinées aux salariés, managers et direction. Également,
Une fiche pratique pour le manager, on en a parlé en lien avec le rôle et les leviers pour le manager dans le repérage et l'identification des sources potentielles du mal-être au travail des salariés, avec une vidéo aussi, télétravail et management. Et puis, bien sûr, l'offre de services, des services de santé au travail qui apporte au travers de son portail adhérent des informations voilà, qui est accessible également une aide aux entreprises sur l'évaluation des risques professionnels. Vous l'avez vu, Madame Cabioche et Hélène Guascos ont présenté les différents appuis possibles et aides. Effectivement, les services de santé au travail sont là pour vous accompagner, notamment dans la mise à jour de votre document unique et aussi vous accompagner dans la mise en place d'actions de prévention, bien sûr, au sein de votre entreprise. Assurer un suivi individualisé, vous l'avez aussi entendu, de tous les travailleurs, hein, voilà, par un service proposé par les services de santé au travail, et puis aussi informer, sensibiliser. Voilà, Hélène Guascos et Mme Cabioche le précisaient, avec de nombreux webinaires accessibles et des ateliers mis en place aussi bien aux salariés, mais aussi aux instances de l'entreprise et à l'employeur sur différents sujets. Et puis enfin, accompagner les salariés en risque de désinsertion professionnelle pour prévenir et maintenir en emploi les salariés. Et vous retrouvez l'ensemble des liens vers le site de Présence Bretagne et puis de tout l'ensemble de la documentation et des webinaires télétravail. Bah, écoutez, on a tenu, il est 32, on a tenu le timing à peu près. En tout cas, nous souhaitions voilà, vous remercier de votre participation nombreuse et puis en espérant que ce webinaire ait répondu à l'ensemble de vos questions. Le support sera envoyé à l'ensemble des participants qui se sont inscrits et par mail. Et vous retrouverez en replay ce webinaire sur notre site Internet. Donc, nous vous remercions et je remercie également l'ensemble des intervenants qui, j'espère, voilà, s'est bien passé pour ce format webinaire. Merci à toutes et à tous et à très vite à l'occasion d'autres webinaires et partages. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.